Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Inspire, élever son potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Notre invitée aujourd'hui est Christelle Hiss-Holliger. Christelle a une incroyable et intense carrière de 30 ans dans la finance, le leadership, la gestion d'équipe et le recrutement. Elle a été la première femme equity partner à la banque Pictet. Elle a été CEO de Pictet Singapour. Elle a été directrice des ressources humaines du groupe Pictet. Et aujourd'hui, elle se concentre sur des projets qui l'animent en profondeur. Et elle siège sur plusieurs conseils d'administration d'entreprises genevoises et internationales. Christelle va nous raconter aujourd'hui comment elle a fait pour créer sa place, préserver sa place dans un univers extrêmement compétitif et masculin. Donc, je vous remercie d'être présent aujourd'hui et nous nous réjouissons d'accueillir Christelle. Christelle, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Lorraine. Donc, Christelle, peux-tu raconter comment tu as fait? Peut-être peux-tu te présenter, oui. Raconter un petit peu comment tu as fait pour créer cette place, faire ta place, en faisant un petit retour sur ta carrière. Volontiers, et vraiment très, très heureuse d'être ici, de pouvoir partager, de pouvoir, j'espère, vous aider effectivement à parcourir ce monde professionnel qui est intense, comme tu l'as dit, une carrière est un marathon, c'est sur le long terme que ça se construit, il y a des moments difficiles, des moments où tout semble aller de soi. Et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de la carrière, ce que j'ai fait, etc., mais plutôt sur ce que j'ai ressenti, les moments de doute, les moments un peu de cassure ou de jonction, où il y a des choses qui se sont passées plus sur un plan émotionnel ou personnel, pour que voilà, vous puissiez lire autrement qu'un simple CV aride que vous pourriez trouver sur LinkedIn, si tu me le permets. Donc je vais commencer par le début, mes origines, pour me présenter. Donc je suis originaire du nord de la France, je suis ch'ti. J'ai vécu dans un monde rural. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents enseignants. Donc j'ai vraiment été à l'école dans une toute petite ville de campagne. Mais c'est vrai que mes parents m'ont inculqué, mes grands-parents et je pense toute ma lignée m'ont inculqué des valeurs de travail. Ma mère me répétait tout le temps tu dois être indépendante, tu ne dois jamais dépendre d'un homme, il faut que tu travailles pour cela. Et je savais que ça ne viendrait que par mon travail et pas par argent familial, donc pour moi ça faisait pas un pli. Mais ils m'ont aussi inculqué des valeurs d'écoute, et ça j'ai pu le mettre vraiment à profit très tôt. C'est-à-dire que mes parents m'ont beaucoup écouté, m'ont beaucoup donné de place pour m'exprimer depuis que je suis toute petite. J'ai le souvenir, je suis fille unique, donc c'est vrai que les enfants uniques parfois prennent trop de place, mais voilà, j'avais cette chance d'avoir la voix au chapitre depuis toute petite. Et j'ai très vite aussi eu beaucoup de confiance en moi grâce à mes parents à nouveau, qui m'ont laissé m'envoler. On parle beaucoup des racines et des ailes, vous connaissez cette citation. Moi, ils m'ont donné des ailes puisque j'ai eu mon bac très tôt, à 16 ans, et je suis partie à Paris, toute seule, dans une chambre de bonne, ce qui était dur, hein. C'était vraiment une période de ma vie où j'ai beaucoup pleuré, mes parents m'ont beaucoup manqué, je ne peux même pas imaginer à quel point j'ai manqué à mes parents, mais voilà, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit, puisque tu es une bonne élève, tu dois continuer, on te laisse partir. Donc je leur suis très reconnaissante, c'est pour ça que je leur accorde quelques secondes ce matin. Je suis très reconnaissante de m'avoir donné cette autonomie, parce qu'elle m'a permis tout au long de ma vie de décider, en fait, de garder cette liberté de choix. Et je pense que c'est vraiment grâce à eux. Voilà, donc ça c'est pour le tout début. Ensuite vient Paris, donc les études et puis le premier travail. Et j'ai très vite en fait eu un goût pour la vente, non seulement pendant mes études. Pour arrondir mes fins de mois, j'ai fait des petits boulots de vente. J'ai vendu des encarts publicitaires pour un magazine. Enfin voilà, donc j'ai vraiment fait du porte-à-porte et ça, j'ai pu mettre à profit aussi cette qualité d'écoute que je pense se retrouve tout au long de ma carrière. Puisque pour vendre, il ne faut pas essayer de pousser un produit, vous le savez certainement. Il faut plutôt discuter, chercher des solutions, comprendre le problème de son interlocuteur.
Donc j'ai fait beaucoup de ventes et puis très naturellement mon premier job c'était dans une salle des marchés à Paris, un univers extrêmement dur. On était 200 sur un espace fumeur à l'époque encore, donc je ne fumais pas. Mais je m'y suis mise évidemment au bout de quelques temps. Et donc très masculin. Et je faisais de la vente institutionnelle, donc vraiment tout le temps au téléphone, un environnement très compétitif, effectivement, comme tu l'as mentionné, vraiment très orienté performance, dans lequel je me suis amusée, mais je savais que ce n'était pas pour moi à long terme. Et puis ensuite, j'ai rencontré un Suisse, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en Suisse, et j'ai décidé de tout lâcher à Paris pour venir à Genève et trouver un job ici. Donc, vous le verrez dans ce que je vais vous raconter, c'est souvent, voilà, j'ai souvent voulu garder cette liberté. Mes parents étaient catastrophés, là je suis un début de carrière florissant dans une grande banque à Paris, mais je leur ai dit mais vous en faites pas, ça ira, je vais trouver, et puis si ça prend du temps, ça prendra du temps, voilà. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis arrivée en Suisse, et assez tôt j'ai été approchée par Pictet, puisque c'était en 1998, donc il y a 27 ans. Et là, j'ai eu deux chocs, en fait. J'ai eu un choc à l'arrivée en Suisse. Je ne vous cache pas, vous allez être peut-être surpris parce que je suis blanche, blonde, vous pouvez vous dire tout est simple. Mais en fait, quand on arrive d'un milieu rural français en Suisse dans la fin des années 90, je me suis sentie quand même très ostracisée, je me suis sentie rejetée. Pour la petite histoire, en juin 98, année de la Coupe du Monde, et qui a été gagnée par les Français, et je cachais le fait que j'étais française parce que j'entendais tellement de méchanceté à la machine à café que je me disais il faut surtout pas qu'ils sachent que je suis française. Donc voilà, bon, c'est une anecdote, mais malgré tout, voilà, j'ai eu ce moment d'adaptation qui n'a pas été simple, et je me suis plusieurs fois demandé si j'avais pas fait une erreur de venir en Suisse. Deuxième choc où effectivement, il y a 27 ans, et c'était sans doute les prémices de ma fin de carrière en ressources humaines, il y a 27 ans, la culture d'entreprise était quand même extrêmement fermée, très masculine, très traditionnelle. Je vous rassure, ça a beaucoup changé. Je me suis pris des remarques quand je travaillais un peu tard le soir, du style « Qu'est-ce que ton mari va manger ce soir ?» Voilà, donc ça vous en dit long. Aujourd'hui, on parlerait de micro-agression. À l'époque, moi, j'ai pris sur moi, et puis j'ai travaillé dur, et j'ai revendiqué mon féminisme, ma différence. Et ça a été quelque chose d'assez constant au cours de ma carrière. Et donc, chez Pictet, j'ai fait de la vente institutionnelle, pareil, du cold calling, donc essayer de décrocher des rendez-vous pour ensuite décrocher des mandats. Donc l'école de la vente m'a vraiment forgée, et c'est quelque chose que je revendique, que j'ai beaucoup aimé faire. C'est évidemment difficile, mais quand ça fonctionne, je pense que c'est le sentiment qui procure le plus d'adrénaline dans le monde du travail, quand on arrive à convaincre un client de rejoindre l'entreprise. Et j'ai fait ça pendant très très nombreuses années, jusqu'à ce que mes responsables m'identifient comme étant un potentiel, et commencent à me confier des responsabilités, comme tu l'as dit, de gestion d'équipe, de leadership. Mais je me suis aussi un peu éteinte, je pense, avec mon arrivée en Suisse, un petit peu arrondie aux angles, un peu trop, à tel point qu'un jour, après, je pense que ça faisait peut-être 7-8 ans que j'étais chez Pictet, un des associés de Pictet qui m'avait sans doute repéré me dit « Mais Christelle, on ne t'entend plus, tu étais la syndicaliste française qui voulait tout révolutionner, et maintenant on ne t'entend plus, tu ne lèves plus la main dans les réunions, tu ne partages plus tes idées. Et nous, ce qu'on attend de toi, c'est que tu nous secoues, que tu viennes avec des suggestions. » Donc ça m'a évidemment beaucoup surprise, et puis je me suis rendu compte qu'en effet, je m'étais un petit peu auto-censurée par survie, ou par habitude, ou par paresse. Et ça a été le déclic, je pense, vraiment. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, je ne suis pas là pour juste faire mon job, et puis je suis là pour, pour imposer mes idées, pour gérer des équipes de façon différente de ce que j'observe autour de moi. Et ça a été, je pense,
le moment où ma carrière est passée d'un rôle de cadre, déjà avec un très joli poste, mais où je me suis envolée, vraiment. Et j'ai été un peu aspirée par le haut. J'ai pas l'impression de l'avoir cherché, c'est venu. Donc j'ai cette chance. Mais j'ai bien sûr travaillé pour, hein, mais voilà, ça s'est venu un peu comme ça. Et il y a eu d'autres étapes. On m'a proposé de partir à Singapour. Mon mari et mon fils ont bien sûr fait partie du voyage. Mon mari a été très, très en soutien de ma carrière, quand on est parti vivre en Asie, il a lui-même arrêté de travailler pour s'occuper de notre petit garçon. Donc chapeau à lui. Et c'est vrai que c'est en Asie où c'était à nouveau, il y a eu des moments difficiles, hein, c'est un choc culturel aussi de travailler dans un autre environnement. J'ai dû apprendre, j'ai dû travailler pour en tout cas me convaincre que j'étais à la bonne place, parce que c'est à l'époque où j'ai ressenti le plus fort un complexe d'imposteur. Vous connaissez, c'est quand on a l'impression qu'on ne mérite pas forcément le rôle qu'on nous a confié. C'est particulièrement quand j'étais en Asie que j'en ai souffert, et donc je me suis donné les moyens d'améliorer les choses pour ne plus souffrir de ce complexe d'imposteur, ou en tout cas pour me sentir plus à ma place. Et puis, c'est en devenant la première femme equity partner, en me rendant compte à quel point nos collègues en Asie n'étaient pas représentés, ou peu entendus en tout cas au siège à Genève, et en me rendant compte qu'effectivement il y avait quand même très peu de femmes dans des rôles de leadership chez Pictet, que la conscience de passer aux ressources humaines m'est venue, donc plutôt sur le tard. Je disais beaucoup à mes équipes RH, vous avez eu la vocation depuis toujours, moi je l'ai eu tardivement, à l'aube de mes 50 ans. Et donc quand j'ai proposé à Pictet que pour mon retour en Suisse, qui était prévu après 3 ans, je passe aux ressources humaines, ils étaient emballés, ils ont dit oui, écoute, on te fait confiance, on sait que tu as des convictions, c'est ce qu'on veut pour les ressources humaines du groupe. On n'est pas encore content de la place des femmes, de la place des minorités dans le groupe, et donc d'avoir quelqu'un comme toi qui va oser nous dire comment on doit transformer la banque, et qui a en plus la légitimité d'avoir parlé avec des clients, de connaître la banque, c'est un plus. Et donc ils m'ont confié ce magnifique rôle, et j'ai fait 5 ans comme responsable des ressources humaines de Pictet, une phase de forte croissance, la gestion de la crise Covid, il y a eu énormément à gérer, des très très grosses équipes à gérer. Et je me suis un peu épuisée dans ce rôle, j'ai adoré, hein. C'est probablement les 5 années sur un plan émotionnel, les plus fortes de ma carrière, mais les plus épuisantes aussi, raison pour laquelle j'ai pris la décision il y a 2 ans de step back un petit peu. Et sur un plan plus personnel, et après je me tais, je te laisse me poser des questions, et vous verrez si vous avez envie de revenir là-dessus. J'ai eu des écueils pendant cette carrière, un cancer à 33 ans, suivi de beaucoup d'opérations, suivi d'une infertilité, donc un processus d'adoption. Enfin, je vous laisse imaginer sur une durée de 10 ans les différentes étapes. Je suis maintenant maman d'un garçon, un adolescent qui a 15 ans et qui est le soleil de mes jours, mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait tout seul. Et j'ai choisi pendant toute ma carrière d'être tout à fait transparente sur toutes ces étapes. Probablement parce que je me sentais bien chez Pictet, je me sentais en confiance, mais je n'ai jamais caché je ne l'ai pas publié non plus sur l'intranet, mais mes équipes savaient, mon management savait, et très rapidement tout le département savait ce que je traversais. Et je crois que ce choix d'authenticité aussi a influé ma carrière. Et je pense que ça a été vu comme quelque chose d'assez nouveau et qui a été reconnu plutôt comme une force. Voilà, en accéléré, pour te laisser le temps de me poser des questions. Merci beaucoup Christelle pour ce incroyable témoignage. Moi, il y a plusieurs points qui m'interpellent dans ce témoignage très fort. C'est la liberté et la confiance, en fait. Étonnamment, tu as travaillé pour ta liberté. Cette liberté, elle t'a offert une confiance. Et tu parles également du syndrome d'imposteur, qui est un syndrome que l'on connaît à peu près toutes et tous ici. Et la question, c'est comment, avec ton background, ton expérience, on se dit, mais c'est pas possible. Comment une femme comme Christelle Heath-Holliger peut avoir le moindre symptôme d'imposteur? Et ma question, c'est comment outrepasser ce syndrome d'imposteur? Comment est-ce qu'on peut, nous
qui le vivons quotidiennement également. Quels sont les tips que tu pourrais nous donner pour outrepasser ça? Et en réfléchissant également par rapport à ce que tu as dit toujours, la liberté et la confiance, qui sont deux valeurs fondamentales que tu as, dès le début, en fait, mis en place. Donc moi, ça m'intéresse vraiment de savoir cette liberté, cette confiance, ce syndrome d'imposteur, comment on fait pour amalgamer le tout et en sortir en se disant non, en fait, je suis à ma place ici, je mérite cette place, elle me revient. Où est-ce qu'on se le dit? Jamais. Ouais. Merci, oui, c'est difficile, hein, on n'en sort pas jamais complètement, mais il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand tu me poses cette question. C'est le travail, bien sûr, et je vais donner quelques exemples, mais aussi la recherche de feedback. Ça, on n'en avait pas parlé dans la préparation. La recherche de feedback, c'est hyper important. Et donc moi, je me suis toujours inspirée de ce qu'on m'a donné comme feedback. Je le prends vraiment comme un cadeau, c'est pas une formule, pour moi le feedback, c'est vraiment un cadeau. J'ai eu la chance d'en avoir de façon rituelle parce que tous les ans on avait les entretiens d'évolution dans lesquels mes responsables me donnaient du feedback, mais j'en cherchais aussi au cours de l'année, tout le temps, beaucoup. Et puis ce que je disais beaucoup quand j'étais en ressources humaines, c'est ne vous justifiez pas, c'est-à-dire écoutez le feedback, prenez-le, mais prenez aussi le feedback positif. Et souvent, les gens ont tendance à donner d'abord du feedback positif et puis quelques points d'amélioration, c'est ce qu'on leur demande de faire. Et les gens se focalisent sur les points d'amélioration, vont se justifier, vont dire « Ah, mais c'est parce que je n'ai pas pu faire ça, parce que tel projet, etc. » ou « Je n'ai pas eu les ressources nécessaires. » Non, en fait, il faut prendre le feedback, c'est mon conseil, mais vraiment aussi écouter le feedback positif. Les gens vont vous dire... vont vous faire des commentaires sur la façon dont vous avez mené tel projet, la façon dont vous êtes intervenu dans une réunion qui a permis de débloquer une situation. Bah, prenez ça et faites-en des forces, continuez à construire. Et ça aide beaucoup à combattre ce syndrome. Quand on commence à entendre tu parles bien en public. Non, pas du tout. Moi, ça me stresse de parler en public. Même aujourd'hui, je suis très stressée d'être devant vous. Mais à force d'entendre les gens qui me disent « Mais Christelle, on apprécie de t'entendre, on veut t'entendre davantage. » Ben, je me suis un peu forcée à le faire un peu au début, puis maintenant j'ai du plaisir. Je suis toujours stressée, mais j'ai du plaisir. Donc j'ai écouté ce feedback. J'avais très peur de parler anglais pendant des années. Hein. J'ai grandi dans le nord de la France, c'est pas là qu'on parle le meilleur anglais. Et un jour, je me suis retrouvée avec un chef anglais, donc toutes les réunions étaient en anglais, c'était en permanence en anglais, j'en souffrais beaucoup. Et mon chef m'a dit « Mais your accent is so cute. » Donc ton accent est tellement mignon. Just go for it. Et c'est pas grave si tu fais des fautes. Et je me suis dit, mais oui, en fait, il a raison. Déjà, je parle anglais, déjà, je fais l'effort de parler anglais. Donc, au pire, je fais des fautes, tant pis. Et voilà, c'était une succession comme ça, d'écouter aussi les choses positives qui m'ont été données comme cadeau, que j'ai réussi à combattre ce syndrome. Et puis, le travail, bien sûr. C'est vrai que je suis une grosse travailleuse. Et c'est pour ça que je me suis aussi mise un peu dans le rouge et que j'ai décidé maintenant de slow down, de ralentir un petit peu mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Je donnais à Lorraine un exemple quand on s'est parlé au téléphone en début de semaine, que quand je suis arrivée en Asie, une des nombreuses choses que j'avais l'impression de ne pas maîtriser, c'était les différents accents. Quand vous êtes à Singapour, vous avez des collègues d'origine indienne, d'origine malaise, japonaise, coréenne, française, américaine, néo-zélandaise, enfin c'est un melting pot total. Et donc j'ai pris des cours d'anglais ciblés sur les accents. Et donc dans mes pauses de midi, au lieu d'aller faire du sport ou d'aller me balader, je prenais des cours d'anglais où j'avais demandé vraiment à une enseignante de me former sur les accents, de m'aider à les repérer aussi, à pouvoir interagir. Voilà, donc c'est ce genre de petites choses. Et j'avais 45 ans quand j'ai fait ça. Donc c'est never stop learning, toujours continuer à apprendre, on peut toujours s'améliorer sur un aspect ou un autre. Un autre point, excusez-moi, un autre point qui m'interpelle, c'est ce drive, tu vois, de te dire, j'ai 45 ans, je suis CEO de Singapour Pictet, mais je vais quand même, en fin de journée, en fin de grosse journée, en fin de grosse semaine, je vais prendre des cours pour m'améliorer en anglais. Quel est ce drive en toi? Est-ce que ce drive ne serait pas également alimenté par le syndrome d'imposteur, finalement, où on se dit
Donc à la fois c'est notre ennemi, mais c'est également notre meilleur ami, ce syndrome, parce que quelque part on se dit, ah, est-ce que je mérite vraiment cette place? Mais en même temps ça nous pousse en avant. Et est-ce que ce drive qui nous pousse en avant, est-ce que c'est quelque chose qui est positif? Et à quel moment est-ce que ça peut devenir négatif? Non, c'est un très bon point. Je pense que j'ai quand même beaucoup poussé la machine. Mes différents problèmes de santé me l'ont rappelé. Donc ça m'a aussi, voilà, ça me donne un petit peu de recul sur toute cette période où... Mais en même temps, j'ai pas de regrets, si tu veux, parce que je pense que ça faisait quand même vraiment partie de ma personnalité, cette volonté de performance, de réussir, de prouver que je méritais ma place, ça faisait partie de moi intrinsèquement. Et donc voilà, je me suis donné les moyens. Mais je t'entends et je pense que les écueils dans ma vie m'ont aussi permis de me rendre plus douce. Et je pense que ce cancer que j'ai eu, puis un autre problème de santé plus récent, m'ont permis de prendre un peu de recul, donc de remettre un peu d'équilibre dans cette recherche, dans ce drive. Mais c'est vrai que j'ai toujours été définie comme quelqu'un qui avait beaucoup de drive, mais qui restait authentique, dans le sens où toujours très joyeuse, toujours la première à faire la fête avec les collègues, à aimer aussi tout le côté social du travail. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée. Il ne faut pas croire que j'ai fait que travailler, je me suis beaucoup amusée aussi chez Pictet. Et est-ce que ton envie de t'imposer, est-ce que tu penses qu'elle était exacerbée par le... Enfin, ton envie d'imposer, c'est pas juste... C'est pas que tu as envie de t'imposer, mais le besoin d'avoir cette place et de se la créer dans un environnement particulièrement masculin, compétitif. Est-ce que tu penses que c'était exacerbé par le fait que ce soit un environnement au début de ta carrière plutôt conservateur, et que si tu étais rentré dans une start-up californienne où l'égalité était autrement perçue, est-ce que ça également, tu avais envie de changer quelque chose, et donc ce feu en toi, cette volonté, ce travail, ce drive, c'était vouloir vraiment transformer en profondeur ce que tu as accompli? Parce que comme tu le dis, en 30 ans de carrière, en 27 ans chez Pictet, le shift, il est monumental dans l'acceptation de la différence et de l'intégration de la richesse de la différence. Donc ma question, c'est est-ce que c'est vouloir le changement était également source de motivation? Oui, c'est un très bon point. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a vraiment eu un côté excitant pour moi. De voir le champ des possibles, en fait, quand on arrive dans une société qui est... Et quand je dis société, je ne parle pas de Pictet, je parle d'une société au sens large, qui est aussi dominée par une minorité, non seulement masculine, mais blanche, traditionnelle et suisse. Il y a une volonté de faire sa place. Il y a un côté excitant et un peu challenge qui m'a plu. Et puis je pense que mes parents m'ont élevée avec des valeurs féministes, des valeurs aussi de respect des différences. Et donc ça c'est venu assez naturellement. Et c'est vrai que pour rigoler, mais quand même, il y avait un petit fond de vérité quand on me traitait de syndicaliste française. Je le revendiquais et j'en avais pas honte en fait. Je disais, écoutez, vous exagérez un peu, mais entendez-moi. Peut-être que dans ce que je dis, il y a 10% de vrai, mais entendez les 10% et parlons-en. J'adore là ce que tu es en train de dire par rapport à l'authenticité, parce que souvent on se dit, tiens, comment être soi-même sans paraître revendicateur, négatif, etc. Et c'est vrai que c'est un challenge que l'on rencontre souvent. On a envie d'être soi-même. En fait, la liberté, c'est la liberté d'être soi-même. C'est une grande force de liberté. Donc, les questions, c'est comment faire quand on a l'impression d'être à contre-courant, ce qui était un petit peu ton cas, d'arriver néanmoins à être crédible dans sa différence et à revendiquer cette authenticité. Et je sais que c'est une question compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais je suis sûre que le travail aide, en l'occurrence. Alors le travail aide certainement, mais aussi le fait de ne pas se poser en victime. Et je pense à ça, je vais m'expliquer. J'ai eu beaucoup de collègues femmes qui étaient très frustrées, très, très critiques par rapport à l'organisation. Et j'ai beaucoup dialogué avec elles
depuis toujours. Et je dirais que c'est de plus en plus complexe depuis le mouvement MeToo. Les jeunes femmes sont encore plus revendicatrices que nous ne l'étions à l'époque, avec beaucoup de bonnes raisons. Hein. Je pense que ma génération a trop accepté. Après, je pense que là, on va peut-être un petit peu trop loin, mais on peut en débattre. Mais en tout cas, moi, je ne me suis jamais posée en victime. J'ai jamais dit c'est impossible de faire carrière. Et pourtant, j'ai eu des micro-agressions. J'en ai eu des moments où on m'a coupé la parole, des moments où on m'a pas écouté dans des réunions, des moments où mon idée a été reprise par un homme et il a eu toute la gloire. Enfin, je veux dire, c'est arrivé probablement des centaines de fois. Mais j'en ai jamais fait un grand cas. Ou alors, si c'était flagrant, je ne me laissais pas faire. C'est-à-dire que j'aime pas trop les éclats pendant les réunions. Je suis plutôt quand même assez courtoise. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais voir la personne après pour lui dire ce qui s'est passé m'a profondément choquée. Et j'estime que tu n'aurais pas dû te comporter comme ça. Donc, parlons-en. Donc, j'ai eu des moments avec vraiment des tensions fortes avec des collègues pendant ma carrière. Mais je ne me suis pas laissée faire, mais je ne me suis pas victimisée, je n'ai jamais voulu en faire un... Oui, en fait peut-être pour me protéger aussi, je me suis dit, voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, je ne vais pas pouvoir changer tout le monde, mais je pense qu'on peut changer la culture quand même. Tu parles évidemment de tensions fortes. Comment tu gères ces moments de tension forte? Alors évidemment, tu as parlé de confrontation et de donner du feedback. Donc ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu es allé donner du feedback à la personne qui a pu peut-être être malpolie ou peu courtoise lors d'une réunion. Donc tu donnes du feedback. Donc tu n'as pas eu peur de confronter, donner du feedback. Évidemment, il faut toujours le faire avec tact politique, surtout dans une entreprise, une institution très hiérarchisée. Mais de manière générale, quand toi, tu as ces tensions qui t'empêchent de dormir, comme on a tous des soucis du quotidien, le stress, peu importe à quel niveau on rencontre ces tensions-là, quelles sont tes astuces pour gérer cette tension, pour relativiser et pour oser finalement quand même ne pas te positionner en victime, mais pas non plus en revendiquant. Oui. Il faut faire attention avec le mot victime aujourd'hui qui est très à la mode. Alors on ne veut pas se revendiquer en victime, mais alors on devient à contrario extrêmement agressive en utilisant toutes les cordes, #MeToo, etc. etc. Donc la question c'est comment faire pour gérer ce stress et comment oser néanmoins se confronter pour ne pas complètement s'effacer. C'est difficile, je vais pas te dire le contraire. Il y a eu des moments où je suis sans doute apparue comme étant agressive ou revendicatrice. Et j'ai décidé un jour que je ne pouvais pas plaire à tout le monde. C'est difficile quand on est une petite fille bien élevée qui a plutôt eu tendance à vouloir toujours faire plaisir. Mais il y a un moment donné où j'ai décidé que je ne pouvais pas plaire à tout le monde et que certaines personnes allaient probablement ne pas apprécier mes remarques. Et puis peut-être plus concrètement, dans des moments de tension, et c'est un conseil que je donnais beaucoup à certains de nos jeunes collègues notamment, des moments où je suis vraiment fâchée contre quelqu'un ou contre une décision qui ne va pas dans mon sens, plutôt que de réagir tout de suite, moi ce que je fais c'est que j'écris un mail à la personne, je mets tout dedans, j'essaie de le faire de façon très polie, mais j'écris un mail, je note le contexte, la façon dont ça s'est passé, etc. Mais je n'envoie pas ce mail. Je dors dessus, et le lendemain, je peux vous assurer que dans 9 cas sur 10, si ce n'est pas 99 cas sur 100, ce mail ne part pas. Mais moi, je suis apaisée, et puis le lendemain, je me dis, bon, ouais, j'y allais un peu fort quand même, peut-être que ce n'est pas exactement ce que la personne voulait dire, et que je l'ai mal interprété. Et en fait, ça, pour moi, c'est un peu comme écrire une lettre dans un couple. C'est se décharger sa tension, l'écrire, le verbaliser, mais surtout ne pas appuyer sur send. Surtout ne pas appuyer sur send. Avant qu'on passe sur l'aspect recrutement, parce qu'évidemment Christelle, avec ses années de directrice des ressources humaines, a beaucoup de bons conseils pour nous. Avant que je passe sur ça, quel conseil est-ce que tu donnerais à la toi d'il y a 20 ans ?
Alors je pense que vous l'avez ressenti déjà un petit peu dans la discussion, mais c'est vrai que j'étais très impatiente au départ. C'est quelque chose qui revenait d'ailleurs dans le feedback qu'on me donnait. Prends ton temps, ça va arriver, tu ne peux pas changer les choses en 5 jours, etc. Et si je me replace il y a 20 ans, donc j'avais 32 ans, ouais, c'était aussi avant mon cancer. Je pense que le cancer m'a aussi appris la patience, parce que pendant qu'on est en traitement et qu'on subit des opérations, les choses avancent moins vite, la carrière avance un petit peu moins vite aussi. Donc ça m'a posé, ça m'a, je pense, rendue plus douce, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc il y a 20 ans, j'étais un petit peu en mode trop revendicatrice et probablement perçue comme trop agressive par certains, en particulier en Suisse et en particulier chez Pictet. Donc voilà, d'être plus patiente, et c'est aussi des conseils que je donnais aux jeunes personnes, aux jeunes collaborateurs et collaboratrices qui venaient me voir, qui voulaient des promotions, qui voulaient rarement plus d'argent, mais des rôles plus visibles, ou des mobilités à l'étranger, etc. Je leur disais, voilà, une carrière, c'est un marathon. Donc pensez vraiment à cette histoire de marathon, parce que je n'en fais pas personnellement, mais j'imagine que dans un marathon, on a des moments de découragement, on a des moments où on ne peut plus avancer un pied, et donc on envisage de tout lâcher. Il y a des moments de ravitaillement où il y a des gens qui vous tendent des petits sachets, donc il y a des moments où des gens vous tendent la main. Donc pour moi, une carrière, c'est comme ça. Je ne vais pas arriver des rages de Pictet en 5 ans, hein. Ça a pris du temps, ça a été non pas planifié, puisque les opportunités sont venues un petit peu au fil de l'eau, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est construit assez naturellement, et parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main, qui ont cru en moi. Et donc voilà, donc le conseil que je donnerais à la Christelle d'il y a 20 ans, c'est d'accepter la valeur de ce temps. Excellent conseil. Je rebondis juste sur un point que tu as dit. Souvent, tu parles de douceur, et souvent la douceur est dévalorisée. C'est-à-dire qu'on dit, si je suis douce, je vais me faire écraser, je ne vais pas me faire respecter. Comment concilier douceur, conviction? En fait, comment concilier douceur et force? Alors, je pense que le sourire est une arme. Le sourire a été mon arme toute ma vie, et j'ai pas eu besoin de le forcer. C'est que moi, je suis quelqu'un qui sourit dans le bus aux gens, qui sourit dans la rue. Souvent, j'ai pas de sourire en retour, mais c'est pas grave, je continue. Et là aussi, je pense que ça vient un peu de mon éducation, de petite fille modèle qui doit sourire aux gens. Mais voilà, ça, j'en ai fait une arme, je pense. Et donc, j'ai pu dire des choses très dures avec le sourire. Merci beaucoup. Je propose que, après ce bel élan d'inspiration, qu'on continue peut-être à nous axer plus sur ton poste aux ressources humaines, pour vraiment aider tout notre public ici présent aujourd'hui à réfléchir comment est-ce qu'on peut être outstanding, comment est-ce qu'on peut être excellent, comment on peut se distinguer. Toi, tu auras vu des centaines, des milliers de profils différents, compétitifs, extraordinaires. Qu'est-ce qui fait la différence? Et quels seraient les conseils que tu donnerais à notre public ici présent aujourd'hui pour vraiment apporter cette différence? Alors, je te remercie pour l'introduction. Après, j'avais des équipes qui faisaient du recrutement. C'est pas moi qui recrutais tout le monde, évidemment. Ce serait impossible. Déjà, je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile. C'est vraiment pas ce que je préférais faire, honnêtement, parce que moi, j'aime les gens, j'aime écouter, j'aimerais engager tout le monde. Donc, j'étais pas forcément très douée pour ça. Et souvent, je laissais plutôt la place à mes collègues experts en recrutement. Bon, cela dit, j'en ai évidemment fait. Et quelque chose que je pense tout recruteur recherche, c'est l'authenticité. Donc, il faut qu'on puisse ressortir de la salle en se disant, cette personne-là, elle s'est présentée sous un jour qui, évidemment, le ou la valorise. Mais voilà, elle ne m'a pas menti, elle a répondu avec son cœur. Et donc, moi, mes questions comme recruteur portaient beaucoup sur le ressenti de la personne, sur ce qu'elle aimait faire vraiment au fond d'elle, quelles étaient ses aspirations. En plus, c'est ce genre de sujet.
Maintenant, il y a une chose qui est essentielle, qui fait vraiment la différence dans un entretien, c'est la curiosité. Et ça se sent très vite. Si la personne qu'on a en face de nous n'a pas fait ses recherches, surtout aujourd'hui avec Internet, on sent très vite. Et vous seriez étonné à quel point il y a des gens qui viennent vraiment non préparer un entretien. Et ça, pour moi, c'est un no-go. C'est-à-dire que si la personne que j'interviewe débarque complètement, n'a pas fait ses recherches, n'a même pas une feuille et un crayon, c'est tout bête, hein, mais voilà, je pense qu'il faut venir avec... il faut montrer quelque part que vous avez fait des recherches. C'est-à-dire venir avec une feuille qui n'est pas blanche, qui est déjà à noter. On ne va pas lire vos notes, mais avec qui est la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire si vous avez la possibilité de regarder sur LinkedIn qui vous interviewe, vous notez 2-3 points. Et vous n'allez évidemment pas dire à la personne vous avez fait ça et ça et ça, mais vous pouvez rebondir sur... je donne un exemple, vous pouvez dire j'ai vu que vous aviez passé 25 ans chez Pictet, vous savez, moi j'ai passé 20 ans dans la société Intel, nous sommes des personnes fidèles. Ça permet de montrer au recruteur que vous savez qui la personne est en face. C'est des petits trucs que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez, et puis pareil sur le secteur dans lequel vous postulez. Si vous postulez dans la restauration, c'est important d'avoir lu des articles de journaux sur l'état de la restauration. Est-ce que le cycle économique est plutôt favorable ou défavorable en ce moment, comment est le marché du travail en ce moment. Donc voilà, lire des articles de journaux sur le secteur dans lequel vous allez postuler. Évidemment, lire tout ce que vous trouvez sur la société ou sur la fonction publique que vous allez rejoindre, et on trouve plein de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment essentiel pour moi. La préparation en amont, je pense qu'il faut préparer, en tout cas, si vous avez une interview d'1 heure qui est prévue ou de 45 minutes, il faut 2 à 3 heures de préparation en amont. Et que vous soyez à l'écoute. Et ça va vous permettre de mieux diriger l'entretien aussi, de ne pas le subir et de sortir du risque. Il y a quand même beaucoup d'entretiens, surtout je trouve en Suisse on a quand même une culture qui est quand même consensuelle, qui est assez douce, qui est assez... on ne veut pas brusquer les gens. Enfin, après vous allez sûrement rencontrer des recruteurs un peu brusques, mais en général je dirais les gens sont quand même plutôt assez sympathiques. Et donc on peut vite tomber dans une conversation de café du commerce. Où on est sympa, lui est sympa, moi je suis sympa, mais à la fin on n'a rien démontré et la personne risque de repartir en disant bon, ok, oui il est sympa, mais est-ce que j'ai envie de travailler avec lui? Pas forcément. Donc la préparation est essentielle, vraiment. Préparation essentielle, hein. Je crois qu'on ne doit vraiment jamais oublier à quel point c'est important de se préparer. 2-3 heures de préparation pour 45 minutes. Il faut connaître les valeurs de l'entreprise. Il faut venir également avec une tenue soignée, adaptée au poste auquel on est en train de recruter ou de postuler. Le sourire, évidemment, comme nous l'a dit Christelle, c'est vraiment l'arme secrète, inébranlable et qui est infaillible. Et puis, comment est-ce que toi, Christelle, tu vas choisir un candidat égal? Tu as 2 personnes, qualification égale, profil similaire. Qu'est-ce qui va faire que tu vas craquer ou tu vas choisir une personne plutôt qu'une autre? Quels vont être ces éléments décisifs? Est-ce qu'il y a finalement aussi une part émotionnelle, de feeling, ou est-ce que c'est purement pragmatique? Oui, clairement, il y a quand même de l'émotionnel. Donc ça, vous ne pouvez pas tout maîtriser non plus. Et il ne faut pas vous juger trop durement si vous arrivez 2e ou 3e, parce qu'il y a une part d'émotionnel. Il y a aussi des éléments qui sont complètement exogènes, c'est-à-dire que la personne qui vous interviewe va aussi penser à l'équipe que vous allez rejoindre et à vouloir ajouter une diversité dans l'équipe. Donc ça peut être un peu biaisé dès le départ parce que vous n'avez pas forcément le profil exact qui était recherché. Donc il ne faut pas non plus... Voilà, tout l'entretien, c'est un élément. Et comme j'ai dit, c'est plutôt l'authenticité, c'est-à-dire ressortir en ayant l'impression que la personne s'est exprimée de façon vraie, qui va faire la différence en ce qui me concerne. Après, on est tous différents. Donc voilà, savoir... Mais c'est vrai aussi que le fait de vous être préparé va vous permettre d'être plus percutant, d'avoir plus d'impact sur la personne en face de vous. Et c'est ça quand je dis diriger l'entretien.
Souvent, on a l'impression que c'est le recruteur qui dirige l'entretien, c'est le recruteur qui pose des questions. Mais si vous êtes préparé et authentique, vous allez, en fait, il y a des moments où c'est vous qui allez prendre un peu le dessus, pouvoir placer. Pourquoi? Parce que si vous avez noté très clairement par rapport au poste pour lequel vous postulez, si vous avez noté très clairement les 3 ou 4 éléments pour lesquels vous pensez que vous êtes vraiment la personne qu'il faut, mais si vous les avez préparés en amont, quelques jours avant, vous avez eu le temps d'y réfléchir, vous avez relu le matin, ces éléments-là, vous allez les placer à un moment donné. Et ça va être noté par le recruteur. Si vous êtes dans l'émotion et que le recruteur n'est pas très agréable et un peu froid, qu'il y a des silences, et que vous n'avez pas préparé ces éléments-là, vous allez ressortir de l'entretien en disant oh, « j'aurais dû lui dire ça, je ne l'ai pas fait ». Donc une fois de plus, j'en reviens à la préparation. Et de la même façon, moi, je vous montre parce que j'ai très organisé, j'ai une feuille et puis je mettrai d'un côté les points forts que je veux mettre en avant et puis à droite, je mettrai peut-être les points faibles ou les éléments pour lesquels je ne coche pas les cases, parce que quand vous avez une offre d'emploi, vous ne pouvez jamais correspondre à tous les critères. Mais préparez aussi ces éléments-là. Et si ça ne vient pas sur la table, vous pouvez dire, je me suis rendu compte en lisant l'offre d'emploi que vous demandiez de connaître le Python, ou des langages informatiques ou du coding. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Cela dit, je me développe en permanence et je suis prête à prendre des cours et c'est quelque chose que je pense pouvoir acquérir. Je me suis renseignée, il y a des cours sur tel langage informatique, je me suis renseignée, l'Office cantonal de l'emploi s'est proposé de me le payer, je peux le faire en 3 mois, donc si je vous rejoins, comptez sur moi pour 3 mois après être... Vous vous rendez compte? Ça, vous l'adressez pendant l'entretien. Alors que sinon, le recruteur va partir en disant franchement, cette personne m'a beaucoup plu, elle remplit tous les critères, mais elle n'a pas de langage informatique, donc ça ne va pas le faire. Et ils cherchent souvent des raisons de désélectionner, parce qu'ils ont beaucoup de candidats. Et donc même si vous leur plaisez, ils vont plutôt chercher des raisons d'exclure, parce qu'à la fin, ils doivent en garder qu'un ou qu'une. Donc le fait de vous préparer sur vos points forts et les éléments manquants va vous permettre, c'est en ça que je dis que vous dirigez l'entretien. Il y a juste un dernier point qu'on peut approcher, c'est les no-goes, absolument les red flags, où là on se dit oh là là, non, cette personne-là, elle ne va pas être appropriée pour le poste. Et après, volontiers, prenons le temps de poser des questions à Christelle et de profiter de sa présence avec nous aujourd'hui. Écoute, des no-go, pour moi, il n'y en a pas énormément, mais tu l'as mentionné, il faut avoir une tenue appropriée, il faut être évidemment soigné. Pour moi, le no-go, c'est la non-préparation. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui n'a aucune idée de pourquoi il est là, et ça, il me fait perdre du temps. Donc, pour moi, c'est un no-go. C'est vraiment ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre sinon, parce que j'ai toujours essayé d'avoir une curiosité par rapport aux gens en face de moi. Donc, quel que soit le profil, ça peut passer pour autant que la personnalité la personne soit d'une approche soignée, soit à l'écoute et puis soit préparée. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... En tout cas, c'est une piste. Je vous remercie infiniment. Je propose maintenant juste qu'on passe un petit moment off à boire un verre, partager un verre ensemble. Christelle est encore avec nous un petit moment. N'hésitez pas à venir boire un jus. Merci beaucoup et